Merci. Merci. Hop, je vais mettre mon verre d'eau ici, comme ça je taperai dedans un moment à force de bouger. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est impressionnant de vous avoir toutes et tous face à nous. C'était aussi hyper impressionnant d'avoir l'intro et d'entendre qu'on parle de respect, d'inclusivité, de zéro déchet, de consigne, alors qu'on est dans un événement, de ce que j'ai compris, Dave ou Dev, je sais plus. Dev, hein, c'est ça ? Donc bravo pour ça, c'est vraiment chouette de l'incarner et de le présenter tout de suite. Les mots-clés qui ont été utilisés pour me présenter, ça a été tout de suite écologie, je crois. Et dans votre tête, vous vous êtes dit « Oh merde !» Et donc on va éviter toute la partie de « on va tous mourir, c'est la catastrophe, on va pas suffisamment vite, on va pas suffisamment loin, on devrait être en rupture. Qui a la main levée sait qu'on va tous mourir ?» Ah, mais normalement, il y a un piège parce que de toute manière, on va tous mourir. Je repose ma question. Qui sait qu'à la main levée, pour l'instant, on ne va pas dans le bon sens si on voulait se remettre à la hauteur des enjeux de notre siècle? Vous levez la main. Si vous n'avez pas encore levé la main, que vous levez la main par mimétisme parce que vous voulez avoir l'air cool, allez faire des fresques du climat. J'ai entendu qu'il y avait des créneaux et c'est vraiment chouette. D'accord ? Donc, je vais essayer de faire quelque chose de plus lié à mon travail actuel. Je vais avoir besoin de votre aide. J'avais proposé de lancer un karaoké. On va chanter un peu, mais je vais refaire une intro. Et je voulais en profiter pour remercier Emmanuel, mais surtout Fanny, grâce à qui je suis ici. Donc si jamais vous trouvez que mon intervention est nulle, vous pourrez aller voir directement Fanny. C'est à cause ou grâce à elle que je suis là pendant la prochaine demi-heure. On se refait une intro parce que j'ai pensé à un truc. Mais j'ai besoin de votre aide, ok ? Si vous reconnaissez la chanson, chantez avec moi. Ti tu 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 tu. Non, vous connaissez. Ah, le flop. Si, c'est juste que vous savez pas chanter. Et vous avez reconnu le générique de. Et donc, je suis là pour vous dire que qui a dit pas du tout Retour vers le futur. Bon. Jurassic Park? Non. Donc je suis là pour vous dire, ça y est, je commence ma digression, que je viens du futur. Ça y est, j'ai inventé la machine à remonter le temps, à voyager dans le temps, et je ne vous y ai pas vu, vous. Vous étiez à l'époque, je crois, devenus depuis quelques années les gens cool. Ça a été une longue galère. J'ai été fan, comme vous, de The Big Bang Theory. Je sais que le moment où vous avez réussi à grimper sur les échelons comme ça, de la coolitude, ça vous a pris des années, voire des décennies. Et en 2025, vous étiez les gens cool. Je me rappelle, j'étais rentré dans votre salon, ça m'avait paru complètement fou qu'on puisse avoir un salon professionnel où ça sente le popcorn, le chouchou. Je vois des gens en train de jouer à la Switch et que sur à peu près chacun des stands, il y avait des Lego, des figurines Star Wars et des trucs comme ça. À l'époque 2025, je m'étais dit, mais si ma version jeune de moi-même avait eu envie de me projeter dans une situation cool, vous auriez été complètement l'image que j'aurais eue du cool. Malheureusement, je vous le dis, je vous viens du futur et vous n'y étiez plus. En tout cas, vous n'êtes plus présentés comme les personnes cool. Qu'est-ce que vous avez raté ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que désormais, j'explore les 2030 glorieuses. Les 2030 glorieuses, c'est un podcast. C'est devenu toute une galaxie utopiste avec des ateliers. Je vais vous en reparler. Et en 2030 glorieuses, plutôt que de vous dire ma vision des enjeux technologiques en 2030 glorieuses, je vais livrer celle de toutes les personnes que j'ai fait voyager en 2030 glorieuses. Mais pour vous raconter ça, j'ai besoin de refaire un peu de contexte. Dans ma première vie professionnelle, je travaillais dans les ONG. J'étais coordinateur de projet dans les ONG. J'ai eu la chance d'aller travailler comme ça pendant 2 ans en Colombie, à Bogota, et puis ensuite 2 ans aux Philippines, à Cebu et à Manille, à la main levée, qui a eu la chance d'aller vivre ou voyager dans ces magnifiques pays, la Colombie et les Philippines. Ils sont où mes parcelles ? 5 max. C'est un peu loin. Et vu que vous êtes très conscient de l'empreinte carbone de l'avion, vous ne vous autorisez pas des voyages aussi long cours. Excellente réponse. En Colombie, c'était déjà un peu le cas, mais aux Philippines, ça a été particulièrement le cas. Je me suis rendu compte de 2 choses. On était en 2012 à l'époque, et ce n'étaient pas des sujets qui étaient encore très
novateur, mainstream, que de dire que la planète allait mal, qu'on était en train de dépasser les limites planétaires. Nous, en France, à l'époque, on était encore assez préservés. Je dis on était encore, parce que maintenant, en réalité, de parler des incendies, parler des sécheresses, on sait que ça nous concerne directement, des inondations dans le Nord. Et donc, on a moins besoin de parler de ça. Mais aux Philippines, en tout cas, quand j'y suis arrivé, c'était une réalité en 2012, quand ça ne l'était pas du tout chez nous. Je suis arrivé juste après le typhon le plus rapide jamais mesuré encore de l'histoire, le typhon Haiyan-Yolanda, 320 km/h de vitesse de pointe, 2000 morts et disparus, 8000 blessés, des bateaux qui remplissaient cette salle qui était au milieu des îles, et de me rendre compte à quel point, effectivement, il y avait déjà des endroits, des pays, des gens qui étaient en première ligne du dérèglement climatique. Aux Philippines, ils ont un système où ils donnent des noms aux typhons avec les premières lettres de l'alphabet en commençant l'année. Figurez-vous qu'il n'y a plus assez de lettres dans l'alphabet pour donner aux typhons leur nom en une année. Je ne vous fais pas l'injure de vous demander combien il y a de lettres dans l'alphabet. Vous savez combien il y a de versions de la Switch ? Un peu moins. Presque comme les nouvelles versions d'iOS. J'ai vu qu'ils avaient changé leur numéro, là, ça y est, bref. Et donc, on est d'accord, au bout d'octobre-novembre, ils recommencent à baisser. Et là-bas, c'est une réalité. Les jeunes avec lesquels je parlais, ils avaient tous et toutes perdu une personne à cause du dérèglement climatique, les chaleurs suffocantes, les inondations, et encore une fois, les ouragans qui sont là-bas terribles, qui commencent à arriver en France. Vous avez peut-être vu les premiers typhons, enfin nous on les appelle des cyclones, qui ne vont plus dans les Caraïbes, mais qui remontent sur les côtes, Aquitaine. On avait dit que c'était pas déprimant, mon intervention ? Je me tais. Et là-bas, c'est la première chose. Je me suis dit, ok, en fait, moi qui pensais être au service du passé, à le réparer d'une certaine manière sur ces questions de développement, de solidarité, d'éducation, de santé, de rattrapage économique, je me suis rendu compte que en fait, je continuais à adresser des conséquences et pas des causes, que ce n'était pas suffisant. Et en même temps, aux Philippines, j'ai dit en même temps, merde, aux Philippines, je me suis rendu compte d'un autre pouvoir que j'avais complètement sous-estimé, celui des histoires. Parce qu'il y avait pas mal de dames, notamment, qui se baladaient avec des t-shirts Dior, j'adore, Paris, la Tour Eiffel et tout le tralala. Et d'ailleurs, quand je me présentais comme Français, alors qu'on était dans une ONG internationale, il y avait plein d'étrangers, je voyais que le regard des gens s'arrêtait sur le fait que j'étais Français, comme si c'était quelque chose d'unique, un peu à part. Parce que c'est vrai que nous, les Françaises et les Français, même si on en profite sans doute un peu trop, on est à part. Et notamment grâce aux histoires qu'on propage, les histoires qu'on propage notamment à travers les grèves. C'est ça que tu as dit ? Pouah. Je pensais pas à ça. Non, à travers les publicités, les séries, les films, qui sont peut-être pas aussi fortes que le soft power à l'américaine, mais quand même, parce que ces grandes marques, le luxe, les Dior dont je vous parlais, les Louis Vuitton font que on est le pays le plus visité au monde, et que les gens, quand ils viennent nous visiter, ils sont capables de faire la queue pendant des heures, avenue des Champs-Élysées, pour acheter le petit sac, le parfum, et puis maintenant, on toutes des bérets parce que Emily in Paris, vous voyez l'idée. Sauf que le mode de vie qu'on vend, qu'on raconte, qu'on présente comme désirable, il nous éloigne encore plus des limites planétaires. Parce qu'on ne peut pas vivre comme Emily in Paris. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la série, mais il nous faudrait tous un appartement pour nous, un appartement pour nos fringues. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas déjà en France et ça ne marche pas dans le monde. Et puis en plus, les avions et la surconsommation, ça ne marche pas. Et donc comment on peut profiter de l'avantage qu'on a d'être le pays le plus visité au monde, mais pour proposer cette fois des histoires qui nous permettraient de re-rentrer dans les limites planétaires. Je rentre en France en me posant cette question, et là j'arrive, 2016, 2017, en comprenant que la tâche s'annonce un peu difficile, parce qu'en particulier 2016 et 2017, l'écologie, elle n'a pas forcément la cote, et surtout, quand on parle de ces mots, écologie, environnement, dans vos têtes viennent tout de suite des images, des mots hyper positifs, enthousiastes, ouverts, lumineux, joyeux aussi. Vous n'avez pas du tout envie d'avoir les bras croisés quand on en parle. Au contraire, dès que vous faites une pause, vous parlez d'écologie, vous respirez, vous transpirez ces sujets-là. Je sens on n'est pas tout à fait dans le... Non. Et donc, en général, c'était encore plus le cas avant. Peut-être que ça a un tout petit peu évolué. Et finalement, est-ce que ça a évolué ? Quand on parle d'écologie, aidez-moi. Quand on parlait en particulier d'écologie, ça sonnait
négatif, anxiogène. C'est la merde. Putain, vous êtes vraiment... c'est la S, la grosse cata. Et donc forcément, pas hyper sexy de dire ouais, on va tous crever, mais peut-être qu'on pourrait crever un peu moins vite. Et le mot le plus puissant qu'on ait trouvé, c'est décroissance, quoi. Je ne l'ai pas trop lu sur vos stands. Je n'ai pas senti cette vibe. Donc il y a un truc qu'on a loupé. Et depuis quelques années, effectivement, après le démarrage de Ça commence par moi, qui est une expérimentation d'1 an où j'essaie de vivre en adulte responsable, conscient de ses enjeux, mais de lier écologie à solidarité et à intériorité, je me rends compte qu'effectivement, parler d'écologie et de bonheur, d'entraide, de richesse, de joie, en fait, de tout ce qu'on avait à gagner, c'était pas si évident que ça. Je continue à creuser ces sujets depuis maintenant une dizaine d'années. Et c'est chouette parce que je ne suis plus du tout le seul. Et je ne l'étais pas d'ailleurs à l'époque. C'est juste que je mettais du temps, j'avais mis du temps à me rendre compte qu'il y a des personnes qui en parlaient déjà, à quel point cette écologie, ces sujets du vivant, maintenant le mot vivant est plus en train de prendre le dessus, sont en réalité des choses qui peuvent nous rendre joyeuses, qui peuvent nous remplir, qui peuvent faire que nos vies, elles nous donneront le sentiment de ne pas les avoir ratées et de les avoir bien vécues. Et c'est en train de monter. Ce qui fait que, à force de creuser ces questions, à force toujours d'avoir les mêmes interrogations de la part des personnes que je côtoyais, à savoir, ok, on peut agir, on peut être joyeux, mais comment je le fais au niveau de mon métier? Et puis ensuite, mais à quoi ça ressemblerait si on y arrivait? J'ai lancé le podcast 2030 Glorieuses en 2020 pour dire, et si on y arrivait? Et si on réussissait? On était en 2020 à l'époque, le Covid n'avait pas commencé, je ne savais pas tout ce qui nous attendait. On est en 2025. Est-ce que je recommence, est-ce que vous avez l'impression que pour l'instant, on va dans le sens des 2030 Glorieuses? Je n'ai pas qualifié ce que sont les 2030 Glorieuses. Mais vous comprenez, et je me rends compte que je marche beaucoup, et je suis désolé, monsieur à la caméra, parce que du coup, c'est un peu plus de boulot. Pardon. Les 2030 Glorieuses, elles sont durables, elles sont souhaitables, elles sont solidaires, elles permettent à l'humanité de reprendre avec humilité notre place parmi le vivant, et surtout de faire en sorte que tous ces outils qui, à un moment, nous ont presque esclavagisés, il faut que j'arrête d'utiliser des mots compliqués si je ne suis pas capable de les prononcer, qui nous ont pris un peu le dessus, qui sont devenus des fins plutôt que des moyens. Moi, je pense à l'argent, je pense à l'information, je pense à la technologie. Eh ben, elles ont repris leur juste place en 2030 Glorieuses. Et elles servent finalement tout ce qui rend heureux l'humanité. Et vous avez sans doute vu cette étude d'Harvard qui, sur une échelle de 70 ans, a accompagné, je crois, 500 ou 700 personnes et qui nous dit qu'en gros, le bonheur, c'est, je vous fais une Bruno Retailleau, les gens et les gens. C'est d'avoir des relations longues, intenses et réelles. Est-ce que vous avez vu ce TEDx d'Harvard sur le bonheur? Bon ben voilà, ajoutez ça sur votre to-do, c'est 15 minutes. Le mec nous raconte 70 ans de travaux sur pourquoi, en réalité, le bonheur passe par les autres. Et donc vous voyez bien que dans la réponse que je vous fais, vous n'êtes déjà pas là. Et même si vous continuez à mettre des barbes à papa, des chouchous et des Lego Star Wars, vous n'y êtes pas. À la fin, sur votre lit de mort, un peu dark là, tout d'un coup, l'ambiance, mais quand vous fermerez les yeux et qu'apparemment on fermera les yeux et qu'apparemment se repassera le fil de notre vie, on pensera en fait à tous ces moments précieux qu'on a vécus avec les gens qui nous sont chers. Apparemment. C'est Harvard qui le dit. Je sais pas. On leur fait confiance? Et donc, petit à petit, je donnais la parole à, selon moi, ces personnes qui étaient en 2030 glorieuses et qui faisaient le travail, non pas de moins niquer la planète, mais au contraire, de contribuer positivement à la régénérer, à régénérer les liens, à régénérer notre éveil, notre conscience, notre solidarité, et donc à laisser un impact positif après leur passage. Ça existe. Et ces gens-là, ces personnes-là sont de tous les territoires, de tous les âges, de toutes les compétences, de toutes les formations, sur vraiment les secteurs, tous.
Et c'est intéressant d'ailleurs si ça vous questionne, si ça attise votre curiosité. Plus tard, 2 institutions assez reconnues ont fait ce travail de projection au niveau des métiers pour voir si on arrivait à conjuguer crise climatique, revirement de la société et de notre économie, à quoi ressemblerait le marché du travail. Est-ce que vous avez déjà regardé l'étude de l'ADEME sur les emplois en 2050 ou du Shift Project sur les emplois en 2050 avec son plan de transformation de l'économie française? Qui, à la main levée, a déjà consulté ces documents? Eh bien, on est comme en Colombie et aux Philippines, 5. C'est fou parce que stratégiquement, ça dit dans quel monde on va vivre à horizon 2030 et 2050. Et vous ne les avez pas consultés, ces documents. Moi, je les ai eus parce que, à force de creuser, j'avais mis en place tout un tas d'aimants à sujets sensibles, semblables. Et donc, j'ai réussi à les attraper dans mes filets. Mais c'est vrai que ce n'est pas de votre faute, on en a assez peu parlé. Alors que pourtant, c'est hyper intéressant parce qu'on parlerait de bifurcation économique à travers la planification. Et donc, 2 choses, si vous le souhaitez, à rajouter dans votre to-do. ADEME 2050, les métiers de demain, et plan de transformation de l'économie française, secteur par secteur, quels sont les métiers qu'on va perdre, qu'on va voir disparaître, qui vont se réduire, qui vont se limiter, qui vont changer, ou ceux qui vont monter. Le Shift Project, vous avez sans doute vu son fondateur parler à un moment ou à un autre à la télévision, c'est Jancovici Vici. Ah oui, c'est ça, Jancovici. Vous voyez, hein, vous avez déjà entendu parler de Janco? Il sourit, mais en général, il nous met des bons taquets quand il prend la parole. Et ces gens-là, ils gagneraient au loto, toutes ces personnes des 2030 glorieuses, ils gagneraient au loto qu'ils ne feraient pas différemment. C'est éreintant, c'est fatigant, ils doivent trouver des modèles économiques, ils doivent convaincre, ils sont au four et au moulin. Ils oublient à quel point on est une espèce fabulatrice, qu'on existe en se racontant des histoires et que malheureusement, actuellement, la prophétie autoréalisatrice, elle est plutôt négative. Quand on pense à demain, on se dit qu'on va tous mourir, que ça sent la cata et donc on se prépare au pire. Sauf que moi, le pire, ça ne m'intéresse pas. Mes 2 petits-enfants, je n'ai pas envie de leur dire « Alors, ça va peut-être être moins pire, les enfants. Génial. Wouhou !» J'aimerais qu'on prenne ce pouvoir, encore une fois, de nous, espèces qui sommes capables de se raconter des histoires pour en faire la prophétie autoréalisatrice positive, de se partager des utopies où on gagnerait, où on réussirait, et de dire à mes enfants « Bon, bah, finalement, on avait rêvé à vraiment mieux, et ça sera juste un peu mieux. » C'est cool déjà un peu mieux. Qui à la main levée signe sur un peu mieux? On signe, non? Le hic, c'est que quand on entend les politiques sur ces sujets d'écologie, je l'ai déjà dit, on parle de décroissance, on parle d'interdiction, on parle de limitation, on parle de contraintes. Et il y a 2 semaines, on s'est pris un gros backlash avec la fin des ZFE, la fin des ZAN, la fin de tout ça. Vous en avez entendu parler? Non? Et de toute manière, comment vous voulez que ça soit sexy? Fin des ZFE et des ZAN, c'était ça les projets écologiques, c'était ça nos victoires. 0 artificialisation nette et zone à faible émission. Et donc vous voyez bien qu'on interdit, on contraint, on réduit. Ils sont où les rêves? Ils sont où les croissances? Et même les personnes que j'interviewais en 2030 glorieuse, quand je leur disais on va en 2030, on en parle au présent, on se dit qu'on a gagné, on imagine s'il y avait plein de gens comme toi, à quoi ça ressemblerait notre monde, notre relation à la technologie, à l'argent, je sentais que c'était galère. Je sentais que ce pouvoir du futur, il était sous-exploité et que même les utopistes de l'action n'étaient pas des utopistes de la pensée. Et donc, depuis 5 ans maintenant, on a mis au point, j'ai développé, et puis aujourd'hui, on est 4 salariés, 600 guides à faire voyager des gens en 2030 glorieuse. Donc, si vous avez déjà fait des fresques, c'est chouette, vous vous rendez compte que c'est la fin d'un monde. Les ateliers 2030 glorieuse, c'est la suite. Ça vous permet de vous dire, et qu'est-ce qui nous attend dans les mondes d'après? Et qu'on le décide, et qu'on le rêve, et qu'on soit à nouveau utopiste, et qu'on reprenne le pouvoir de ce mot, parce qu'actuellement, quand on dit il y a des gens qui sont utopistes, c'est une critique. C'est négatif. Mais oui, mais toi, tu es utopiste. Et waouh, ça y est, vous avez été décrédibilisé. Alors que pourtant, les utopistes font que vous êtes là aujourd'hui, face à moi. Parce qu'à un moment, il y a des gens qui se sont dit, moi là, ça y est, je pense à Nikola Tesla, on va pouvoir avoir de l'énergie qui va circuler librement sans câble. Et pourquoi pas faire passer de l'information aussi? Vous avez lu le livre de Yannick Roudot sur l'histoire, la véritable histoire de Nikola Tesla? C'est passionnant. Je vous invite à le découvrir, cet homme en fait, dont on doit aussi se rendre un peu les lettres de noblesse à son nom de famille, le pauvre. Pas cool.
putain, franchement, vraiment pas cool. Vraiment pas cool. Et donc Tesla, un gars hyper inspirant, il nourrissait les oiseaux, les pigeons dans Central Park, et il testait encore et encore, et il nous a provoqué des ruptures incroyables. Sauf que les gens en face de lui, à son époque, ils lui disaient « mais t'es utopiste, mon gars, tu vas jamais y arriver ». D'autres utopies, on va pouvoir voler, même aller sur la Lune, et puis imaginez, comment on appelle ça déjà, toutes ces personnes en général qui ont des cheveux longs, et puis pas tout à fait le même corps que nous, les hommes, ah oui, les femmes, elles vont avoir le droit de vote. Et puis peut-être qu'on va s'organiser aussi différemment qu'avec un monarque. Mince, on y est revenu. Mais tout ça, à un moment, ça a été des utopies. Et donc la question, c'est comment on fait, non pas pour qu'on surfe sur les utopies passées, qui en fait, quand elles sont atteintes, quand elles sont en expérimentation ou en développement, en déploiement, ne sont plus des utopies, mais qu'on continue à lever la tête et à s'autoriser à nouveau pour se dire mais quelles sont toutes ces choses qu'on s'interdit à croire comme réalisables et qui pourtant vont marquer les ruptures qui nous permettront enfin, nous, humanité, d'être des adultes face aux enjeux qui viennent. Attention, hein, je dis des adultes, ça peut être encore avec des Legos et des pop-corn. Heureusement d'ailleurs. Et c'est surtout dans la joie, dans la créativité, dans la solidarité, l'entraide, mais des adultes quand même, qui regardons tous les sujets de notre époque en se disant, en fait, moins niquer la planète, c'est plus suffisant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il me reste moins de 10 minutes, je pense, et donc je voulais vous dire ça. Aujourd'hui, on a fait voyager plus de 30 000 personnes en 2030 glorieuse. Donc cet atelier de 2 heures dans lequel on s'autorise à rêver en grand, et on se dit, on est dans 5, 10, 20 ans, les gens décident, c'est un grand spectacle d'impro, où on se dit, imaginez, on a réussi, on est à nouveau à l'intérieur des limites planétaires, on vit de manière joyeuse, soutenable, souhaitable, durable, solidaire, on essaie de mettre tous ces mots-clés. À quoi ressemblent nos vies? On a fait voyager des gens qui venaient en SUV, BMW, on a fait voyager des gens qui étaient directeurs monde de grosses boîtes cotées au CAC 40, on a fait voyager des enfants, bizarre de dire ça, bravo Julien. On a fait voyager des enfants, on a fait voyager des personnes des quartiers défavorisés, on a fait voyager des vieux, de tous les territoires, des Parisiens, des urbains, des gens de la campagne comme moi. Alors forcément, il y a un peu des bras croisés au début, c'est pas très confortable, puisqu'on interdit les oui mais pendant 2 heures, autant dire on interdit d'être français ou presque, et on propose de remplacer ce oui mais par ici, et de se dire et si on y arrivait? Allons-y, soyons utopistes. Première chose que je voulais vous livrer, au bout de 10 minutes, tout le monde est utopiste. On a retrouvé cette graine, ce ferment, c'est pas du tout un savoir mais un muscle. Tout le monde est utopiste, tout le monde sait rêver. Même nous les Français, qui à l'époque, 2016, avions été élus le peuple le plus pessimiste du monde. Deuxième bonne nouvelle, l'autre est une richesse et pas une menace. Les gens se rendent compte que parfois ils lancent des idées, ils sont à moitié confortables avec, les autres les reprennent, les bonifient, les amplifient, les rendent plus brillantes, plus joyeuses, et finalement, collectivement, nos rêves sont encore plus puissants. Troisième bonne nouvelle, les 2030 glorieuses, elles sont déjà là. Quand les gens rêvent comme ça pendant 1h30 librement, on les confirme ensuite avec une centaine de cartes oracles qu'on est allé chercher, d'une dizaine d'alternatives, de thématiques, et donc de centaines d'alternatives, et on confirme que leurs rêves, ils sont en fait déjà concrets. Ils sont déjà tout autour de nous, en expérimentation. Ils existent déjà. Et ces gens-là, ils rêvent, en gros, à 3 choses. La première, c'est retrouver du contrôle, de l'autonomie, de la confiance. Avoir l'impression d'être à nouveau en situation de maîtrise de sa vie. On a confiance dans les médias, on a confiance dans les politiques, on sait en transparence la technologie qu'on utilise. On n'en est plus esclave, mais au contraire, on décide de à quoi elle nous sert, cette technologie. On a réduit sa place, on la remet dans des lieux physiques où on sait que nous, en conscience, on peut aller la consulter et pas elle, à 2h du mat, se mettre à vibrer sur notre table de chevet. On se rend compte qu'on doit la contraindre, cette technologie, que ce moment, dans un passé pas si lointain, trop débridé, n'était pas fertile, n'était pas vertueux. Et ce n'était pas pour rien que d'ailleurs, toutes ces personnes qui avaient lancé ces grandes boîtes de la tech interdisaient à leurs enfants l'utilisation de ces mêmes applications qu'ils étaient en train de propager dans le monde entier.
Et donc on contraint, on régule. Quelques pépites des voyages en 2030 glorieuses, des gens me disent que les réseaux sociaux sont interdits du vendredi au dimanche. Vous vous souvenez, c'est Spielberg, dans l'adaptation de son film, qui disait qu'on n'avait plus besoin de réseaux sociaux le week-end, Ready Player One, vous vous souvenez? On s'est réparé la technologie. La technologie, s'il y a un bug, s'il y a un problème, que ce soit logiciel ou physique, on sait y mettre les mains. Et si on ne sait pas y mettre les mains, alors on va à un Repair Café avec des personnes qui nous aident. Et puis surtout, elle est là à une portion congrue. Ce n'est pas un coût, mais un investissement. Parce que malheureusement, tant qu'on n'est pas rentré dans la technologie biomimétique, la technologie, c'est un coût pour l'environnement, pour l'énergie, pour les ressources. De dire qu'elle est responsable, c'est un leurre. On se rend compte que c'est un coût et donc on investit cette technologie parce qu'elle peut aussi faire du bien pour la santé, pour la traduction des baleines comme c'était déjà à l'époque en 2025, pour tout un tas de choses hyper pointues qui nous permettent de grandir en humanité et de se mettre à la hauteur des enjeux. Une fois qu'on a fait ce vide, on le remplit, ce vide. Numéro 2, on passe plus de temps avec les gens qui nous sont chers, avec qui finalement on n'avait plus que du temps logistique, avec qui on gérait les tracas du quotidien, avec qui on ne savait pas communiquer, avec qui on n'arrivait plus à vraiment être nous-mêmes, parce que parfois on avait l'impression qu'on était trop éloignés, qu'on était trop différents, ou qu'on n'arrivait pas à créer des ponts sans forcément s'attaquer ou se sentir attaqué. Et donc on a des expériences, on a des formations, on a tout un tas de temps où on peut reconnecter avec les gens qui nous sont chers, mais des moments profonds. Blanc manger coco n'existe plus en 2030 glorieuse. Et ensuite, numéro 3, on remplit nos temps pour se reconnecter au vivant. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, en 2025, on était plus capable de reconnaître des logos d'entreprise que des espèces d'oiseaux ou d'arbres? Qui, à la main levée, est capable de reconnaître plus d'oiseaux ou d'arbres que de logos d'entreprise? On a une personne, comment tu t'appelles? François, tu es notre pépite de toute la journée. François, les gens vont venir te parler et tu auras la responsabilité de leur faire découvrir un nom d'arbre ou un nom d'oiseau s'ils te le demandent. Poliment, hein. Ok? François est juste là en bleu. C'est le premier que je connais, le premier que je rencontre. Une espèce unique pour l'instant. Et en 2030 glorieuse, on sait à nouveau reconnaître un arbre, un oiseau par son chant ou par sa couleur. On va courir en nature, on partage au potager, on participe au potager partagé. On fait tout ça parce que c'est juste évident. Vous vous souvenez, en 2025, on allait faire du sport, on dépensait nos calories dans des salles de musculation pour bouger des trucs qui ne servaient à rien. En 2030 glorieuse, on coupe, on déplace, on renforce, on régénère. Et donc, la salle de musculation, c'est dans la terre, c'est dehors. Et puis, on se rend compte que chaque calorie est précieuse pour régénérer le vivant. Tout ça, ce n'est pas moi qui vous le dis. C'est un micro-aperçu de ces centaines de voyages, de ces milliers même, avec plus de 30 000 personnes qu'on fait en 2030 glorieuse. Moi, je vous le dis, pour l'instant, vous n'y êtes pas beaucoup. Mais ce n'est pas trop tard, puisqu'on est en 2025. Ma question pour vous, c'est comment, à nouveau, se mettre à servir, non pas un outil, mais une fin ambitieuse qui laisserait un impact positif après la fin de notre mission ici sur Terre. Est-ce que, en conscience, vous contribuez à quelque chose qui nourrisse les autres, qui nourrisse ces 3 piliers de l'économie, la société de demain, à savoir le sol, nos âmes et les autres? Comment vous y contribuez? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être parfait. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une solution miracle à trouver. La perfection n'existe pas. Elle nous tue parce qu'elle nous inhibe, parce qu'elle nous immobilise, parce qu'on ne se sent jamais assez bien pour vraiment se lancer. Par contre, se mettre en mouvement, en transparence, pour vraiment essayer de remplir un de ses objectifs, c'est une force de fédération extraordinaire. J'espère que j'ai réussi à vous faire sentir à quel point tout ce qui nous attend peut être une chance extraordinaire. Vos talents, votre créativité, votre envie de faire avec les autres, c'est exactement ce que vous avez déjà là.
Il suffit juste parfois de le réorienter en conscience, en confiance, pour quelque chose qui nous dépasse. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des chiens robots? Est-ce qu'on a besoin de s'inventer des besoins qu'on n'avait pas finalement et avec lesquels on vivait très bien? Comment se poser la question de mais en fait on a toujours fait ça, on s'est toujours autorisé à, et se dire mais est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est sain? Est-ce que j'ai envie d'entrer en résistance avec bah oui mais c'est comme ça? Ou est-ce qu'au contraire, parce qu'à un moment j'étais dans l'inconfort d'être la personne un peu de côté, j'ose me reconnecter à cette énergie pour me dire ça me dérange pas en fait d'être à l'extérieur, ça me dérange pas de confronter, ça me dérange pas de mettre un peu en danger les personnes qui ont l'impression que tout est normal, que tout est OK. Vous avez été dans ces énergies-là, vous avez un potentiel extraordinaire. Les 2030 Glorieuses n'attendent que vous. Si jamais vous avez envie de vous y connecter, si jamais vous ne me croyez pas, rejoignez un de nos ateliers 2030 Glorieuses. On en anime hyper souvent, en ligne parfois, merci la technologie, souvent dans la vraie vie. Je reviendrai avec l'Université de Lille en animer plusieurs des ateliers en 2030 Glorieuses, mais c'est en octobre. C'est un peu loin. On a toute une galaxie utopiste, un podcast, des méditations en ligne encore, tous les lundis, si jamais vous avez envie de voyager en 2030 Glorieuses grâce à une sophrologue, et de voir et d'entendre par vous-même, mais aussi de voir à l'intérieur ce que vous avez quand vous vous dites « et si on avait gagné, à quoi ressemblerait ma vie ?» Parce que c'est bien du rêve que vient l'action. C'est bien de votre capacité à vous projeter dans un futur en vous disant « qu'est-ce qui pourrait m'attendre de mieux ?» que vous réorienterez vos vies pour qu'au présent, vous soyez les plus efficaces, les plus ambitieux, et que vous restiez ces personnes hyper cool que vous étiez à l'époque en 2025. Merci de m'avoir écouté. Je suis là après la pause si vous voulez débattre, témoigner, partager. Il y a un espace communautaire, je crois, où je propose mes bouquins, mais surtout, j'ai envie de vous entendre sur comment vous vous êtes sentis avec cette idée des 2030 Glorieuses. Et je vous dis à bientôt en 2030 Glorieuses. Merci. Merci.